Bonjour à tous. Pendant un mois, nous allons vous amener en voyage en France et au Japon, sur les traces et à la découverte de celui qui introduisit la pratique de zazen en Europe, maître Deshimaru. Si le zen est devenu ce qu'il est aujourd'hui dans notre pays, c'est grâce à cet homme, hors du commun, qui n'a pas hésité en 1967 à quitter sa famille, son pays, afin de venir enseigner et transmettre le zen aux Occidentaux. Cette première partie est consacrée notamment à son arrivée en France. Vous découvrirez son charisme, son énergie fabuleuse et vous entendrez les témoignages de sa famille, de ses principaux disciples, témoignages qui vous aideront à mieux comprendre qui était ce moine à la personnalité étonnante. I want to help God. True. I want to coming back. God, true God, true God. And God is down. God is fatigué. Quand Maître Deshimaru est arrivé en France en juillet 1967, il n'y avait pas de dojo, il n'y avait pas de pratique du zen, il y avait simplement quelques intellectuels qui s'intéressaient au zen à travers des livres qu'ils avaient lus. Et la première chose qu'il a faite, c'est de s'asseoir sur une table, dans une salle de conférence, et de dire le zen, c'est seulement zazen. Et ça a frappé tout le monde. On a eu envie vraiment d'expérimenter ce qu'il nous montrait, de vivant, de concret, d'une pratique qui n'était pas simplement une philosophie, de la poésie, des arts, mais qui était quelque chose que nous pouvions expérimenter à travers le corps. Et puis, il est allé faire des conférences en province, et partout où il allait, les gens ne se contentaient pas d'écouter la conférence, ils disaient « mais c'est formidable cet enseignement, on attendait ça, on a envie de le vivre, de le pratiquer ». Et donc, il créait des dojos, dans des salles d'arts martiaux, dans des salles de yoga, où des fois il louait un endroit pour ça. Et ensuite, Maître Deshimaru y retournait, où il envoyait ses propres disciples pour aider à la création des dojos. Et chaque année, il se créait plusieurs dizaines de dojos, c'est-à-dire des lieux de pratique, de telle sorte qu'en 1982, lorsqu'il est décédé, il y avait 110 dojos qui avaient été créés. Il a donné tellement confiance dans cette pratique à ses disciples que cet élan, cette ferveur ne s'est pas arrêtée à sa mort. Et dans les 10 ans qui ont suivi sa disparition, il y a encore eu plus de 100 dojos qui se sont créés au nom de l'enseignement de Maître Deshimaru à partir de ce qu'il avait transmis. En novembre 1965, Maître Sawaki tomba très gravement malade. Il m'appela à son chevet. « Deshimaru, je sais que je vais bientôt mourir. Il faut que tu prennes ma suite et que tu transmettes l'enseignement de Bodhidharma. Demain, je me lèverai pour te consacrer moine. » La cérémonie eut lieu le lendemain à Kyoto, au temple de Hansoji. Les souillures de ma vie tombèrent avec mes cheveux. Au crépuscule, les cloches de Kyoto se répondaient en écho, tandis que Maître Sawaki lisait devant moi les textes sacrés. En décembre, Maître Sawaki reprit des forces. Mais ce mieux ne dura guère, et il mourut bientôt, me laissant dans l'affliction la plus terrible. En 1966, je m'occupais du dojo de Yoyogi à Tokyo, lorsqu'un jour on me demanda de servir de guide à un groupe macrobiotique européen venu en visite au Japon. C'est à cette occasion que je fus invité en France par le groupe. En juillet, je me séparai de ma famille pour prendre le bateau à Yokohama, puis le transsibérien jusqu'à Paris. Au moment de son départ, mon père portait le vêtement des moines. Or, au Japon, curieusement, on rencontre rarement des moines en tenue dans la rue. Je dois dire que jusque-là, je n'en avais pratiquement jamais vu. Mon père, en tenue de moine,
C'était donc un spectacle tout à fait insolite. À l'époque, la France était un pays très lointain. Il fallait non seulement se rendre en France, ce qui était déjà toute une affaire, mais aussi en revenir. Que mon père rentre au Japon, cela me semblait une entreprise si difficile que, dans un premier temps, j'ai considéré son départ comme une séparation. Je me demandais si ce n'était pas la dernière fois de ma vie que je le voyais. La vie est un voyage, et c'est seul que je le continuais. Après avoir fait face à toutes les difficultés de la vie, après avoir traversé l'adversité, j'étais enfin parvenu au but que je m'étais depuis si longtemps fixé. Mais pourquoi venir en Europe afin d'y transmettre la voie du zen? Sans doute étais-je inspiré par l'exemple de Bodhidharma, qui au VIe siècle quitta l'Inde, sa patrie, pour venir tout seul, en Chine. Qui dormait sur une paillasse dans cette arrière-boutique, qui faisait seulement zazen. Il faisait des calligraphies, donnait ses calligraphies à ses visiteurs. Et il faisait aussi des massages. Alors, contre un don d'argent que les gens lui faisaient, c'est comme ça qu'il pouvait subvivre à ses besoins. Et il parlait souvent de cette époque-là. Mais très très vite, ça a évolué. Parce qu'il faisait des conférences, et en 71 à peu près, il y a eu Pernetti. Et ça, c'était le dojo où vraiment il a commencé à travailler, à éduquer des disciples pendant une dizaine d'années. I like French people. I like French people. As general, French people very modern times, very au-delà, beyond the nationality. I think so. À cette époque-là, il y avait une recherche. Il y avait une recherche de spiritualité. Bon, les hippies recherchaient une façon de vivre un peu différente que la société l'imposait. Et quand donc Megdi Shimaru est arrivé juste à cette époque-là, et lui, il représentait le zen vivant. Par sa personne, on pouvait voir pour la première fois un vrai maître zen. Et il incarnait complètement ce rôle-là. On peut dire qu'il, quand il parlait du zen, il était lui-même le zen. Donc ça a impressionné beaucoup de gens. Ils étaient attirés par aussi sa personne. Pas seulement cette école zen, mais la personne qu'était Maître Deshimaru. Plein d'énergie, plein d'amour, etc. Pendant les 3 années où j'ai vécu à ses côtés, où j'ai fait sa lessive et son ménage, il m'a beaucoup appris des choses fondamentales. Ce qui m'a étonné, c'est de voir à quel point il était célèbre. Des gens aussi connus que la femme de Picasso, Lévi-Strauss, la chanteuse Damia ou Maurice Béjart venaient discuter avec lui. J'étais curieux de savoir ce que pensaient les vedettes et les intellectuels français. Pour moi, qui suis un cinéaste japonais, cela a été l'occasion de comparer ma culture avec la leur.
Moi qui suis cinéaste, cela m'a beaucoup apporté dans mon métier de critique de cinéma. Je me souviens que quand Maurice Béjart venait au dojo, Maître Deshimaru l'accueillait chez lui après le zazen et immédiatement faisait commander du champagne. Donc pour lui, il associait le fait que Maurice Béjart soit là avec le fait que c'était quelque chose qui devait se fêter. Et la danse, pour Maître Deshimaru, ça évoquait la fête. Donc il y avait vraiment cette association des deux. Il y avait Béjart en tant que personne qui avait sa propre quête spirituelle et qui faisait passer quelque chose du zen dans la danse. Et là-dessus, il y avait énormément de communication entre Maître Deshimaru et Maurice Béjart sur les problèmes de posture, la relation du corps et de l'esprit, l'importance de la respiration, de la concentration ici et maintenant, du fait d'étirer complètement le corps entre le ciel et la terre. Souvent les danseurs disent qu'il faut avoir le fil quand on danse, c'est-à-dire avoir l'impression qu'un fil nous tire par le sommet de la tête et en même temps être bien enraciné dans le sol. Et ça, c'est exactement l'attitude que l'on a quand on pratique le zazen. J'avais l'impression que qu'on m'avait enseigné le zen au Japon, enfin la pratique en tous les cas, et qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la posture. Et le premier contact que j'ai eu avec lui, c'est qu'il est arrivé derrière moi alors que je faisais zazen à Zinal. Et immédiatement, il m'a corrigé le dos, les épaules, il m'a remis... Bon, et moi, j'étais complètement surpris. Et là, je me suis rendu compte qu'il était un miroir extrêmement précieux, que si j'avais continué à pratiquer tout seul, probablement, j'aurais fait des erreurs, même sur des choses aussi fondamentales que la posture. Alors que lui, il ne laissait rien passer. Et il voyait tout de suite ce qui n'allait pas, et il touchait le point exact, et d'une manière directe, pas compliquée, ce qui fait qu'on comprenait tout de suite. Il ne passait pas par beaucoup de détours, il allait droit au truc important. Son enseignement venait complètement du zazen. C'est-à-dire qu'il y avait une voix très particulière qu'on trouve sur les documents. Et on sentait que ça venait pas de son cerveau à lui, de sa conscience personnelle. Quand Deshimaru parlait dans le dojo, c'était un maître de la Chine ancienne qui parlait. C'est ça qui était extraordinaire. C'était de sentir cette chose qui vient de très loin, qui ne vient pas d'une personne. C'est pas quelqu'un qui faisait un cours sur le zen. Il parlait du fond de sa pratique, et ça a touché quelque chose de profond à chacun d'entre nous. Voici maintenant quelques ouvrages pour compléter ce documentaire. Autobiographie d'un moine zen est publié par Robert Laffont. Vrai Zen est édité par l'Azadi, l'association Zen internationale. Le bol et le ton est publié par Albin Michel. Ces 3 livres sont de Maître Deshimaru. Et pour terminer, je vous propose cet ouvrage très complet sur le zen chinois et japonais. Chan est édité par les 2 océans. Pour toute correspondance, je vous rappelle notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles
75 770 Paris CEDEX 16. Vous retrouverez cette rubrique livre sur le Minitel en composant le 3615 code France 2, voix bouddhiste. Une information avant de vous quitter pour ceux et celles qui souhaitent assister aux célébrations du Vesak, c'est-à-dire aux fêtes qui commémorent le Bouddha historique. Vous pouvez le faire le dimanche 6 juin à la Pagode de Vincennes, à partir de 9h30. Ce Vesak est organisé par l'UBF, l'Union bouddhiste de France. Suite de la vie et de la mission de Maître Deshimaru dimanche prochain à la même heure. En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une magnifique journée et une très très belle semaine. À dimanche prochain. Bonjour à tous. Seconde partie du documentaire consacré à Maître Deshimaru. La semaine dernière, vous avez pu découvrir pourquoi et comment ce simple moine venu du Japon a su donner un tel élan au zen en Occident, tradition qui n'était connue jusqu'à sa venue que sous ses aspects théoriques. Maître Deshimaru a donc été le premier représentant du zen Soto pour l'Europe. Grâce à lui, le zen s'est développé de manière incroyable et inattendue. Et l'ampleur du phénomène a montré qu'il y avait vis-à-vis de ce type de pratique non seulement une demande de la part des Occidentaux, mais également un besoin réel, besoin qu'il a en partie comblé en offrant l'enseignement et la pratique du zen à tous ceux qui le souhaitaient. Deshimaru qui parle, et c'était le premier jour, je crois, qu'il avait dit ça. Et il a dit, ici, dans le Zen Soto, il n'y a rien à obtenir. Bon, quand tu entends quelque chose comme ça, c'est important, les circonstances où tu te trouves. Si tu te trouves par exemple, dans un dojo, où il y a total silence, puis il y a ce voix que je décris, et puis tu entends une phrase comme ça. Je ne sais pas si c'est la première fois de ma vie ou pas que je l'ai entendu, mais c'était la première fois de ma vie que je l'ai enregistré. Sans profit, sans objet, c'est quelque chose qui nous parlait complètement. Hein, on n'était pas dans les années 80, de la recherche de l'argent, des années 90, la bourse, etc. C'était pas du tout le background culturel de l'époque, en tout cas pour tous les jeunes qui arrivions. Le fait d'être sans objet, je ne pense pas que ça nous posait de problème, au contraire. Quand nous passions la soirée à boire et à parler tranquillement ensemble, il évoquait le passé. Je suis né à Saga, n'est-ce pas? De ce fait, je connais bien les paysages de Saga. Il aimait vraiment beaucoup parler de Saga. Il vivait dans un monde global, mais les endroits de Saga où il avait ses racines, comme Morodomi ou Sagami, revenaient souvent dans la conversation. Il parlait souvent du pont de Londres, c'est-à-dire du pont de Morodomi qui enjambe la rivière Chikugo, là où il allait nager. Il était vraiment très attaché à ses racines.
佐賀に対する愛着っていうのが非常に強かったと思います。Mon village natal se trouvait en aval de la rivière Chikugo, qui serpentait dans la plaine de Chikushi. C'était un petit port de pêche, au bord de la mer Ariake, tout près de la grande ville de Saga, dans une région qui vit pour moitié d'agriculture et pour moitié de pêche. Les digues qui longeaient la rivière étaient bordées de laquiers, dont les feuilles, à l'automne, devenaient d'un rouge éclatant. Souvent au lycée, après les avoir dessinées, je tentais de reproduire cette teinte rouge, unique en son genre, mais je n'y arrivais jamais, quel que soit le mélange des couleurs. Dans la vase, le long des berges, poussait du printemps à l'automne une luxuriante végétation de roseaux, où piaillaient d'innombrables moineaux. Dans la plaine, s'étendaient des champs de blé et des cultures maraîchères. Le parfum des fleurs violettes de la châtaigne d'eau embaumait les eaux stagnantes. Au crépuscule, les graves résonances de la cloche du temple envahissaient mon jeune cœur d'une douce tristesse. C'est de cette nature japonaise, si gracieuse, maintenant en voie de disparition, que sont nées mes pensées et mes sentiments les plus profonds. La première sœur aînée et la deuxième sœur aînée, moi et ma petite sœur. Nous n'étions pratiquement que des filles. Il était juste au milieu, entre deux sœurs aînées et deux sœurs cadettes. C'était le seul et unique fils de la famille, et à ce titre, il faisait l'objet d'une grande attention. Maman n'avait en tête que le paradis de la terre pure et le Nambutsu. Elle croyait en la bonté innée des hommes et rêvait d'un monde idéal. Papa se donnait tout entier à son commerce où il devait se livrer à toutes sortes de ruses et de stratagèmes. L'union de deux êtres aussi différents me semblait à l'époque aussi inharmonieuse que bizarre. Il m'était vraiment impossible d'opter pour l'un ou pour l'autre. J'avais donc à embrasser tout entière cette contradiction et à la résoudre. J'étais convaincu que c'était là mon destin. Ces inquiétudes me poursuivirent tout le temps que j'étais à Tokyo, où je suivais ces cours de théologie et d'économie que ma mère et mon père symbolisaient. Et là aussi, il m'était impossible de choisir. Mon père n'était pas du tout croyant, contrairement à ma mère qui pratiquait avec la plus grande ferveur. Elle passait beaucoup de temps dans les temples. Nos parents étaient très différents. C'est là, vraiment c'est là. Le jardin, c'était à partir de là. Il a étudié l'aquarelle avec Tanaka Shoichi, un professeur de Saga.
Il allait toujours peindre du côté du pont de fer de Morodomi. Il a envisagé sérieusement de devenir peintre. Il peignait déjà vraiment bien à l'époque où il était collégien. Mais mon père a refusé qu'il fasse les beaux-arts. Ce qu'il y avait de proche entre la calligraphie et le reste de la vie, c'est que Maître Deshimaru, quand il faisait quelque chose, il était totalement à 200% avec ce qu'il était en train de faire, avec une présence totale et une capacité de concentration qui faisait qu'il n'y avait plus rien qui existait que ça. Quand il mangeait, il mangeait. Quand il faisait zazen, il faisait zazen. Quand il buvait un coup, il était complètement là. Et quand il faisait de la calligraphie, il était complètement dans la calligraphie. C'est une adhésion totale à l'action de l'instant. Ça, c'est d'ailleurs un très grand enseignement du zen et qui n'est pas que théorique, enfin, que Maître Deshimaru a actualisé constamment dans sa manière d'être. Ici, il est avec son épouse, à l'occasion d'un mariage. Il voulait déjà devenir moine quand il était jeune. Mais quand il a demandé l'ordination à Sawaki Kodo, son maître, celui-ci a refusé en lui disant « Tu dois mener la vie d'un homme ordinaire, travailler, étudier, te marier, avoir des enfants, en bref, acquérir de l'expérience tout en continuant à pratiquer zazen. » Mon père a donc suivi les instructions de son maître. Il a renoncé à devenir moine, s'est marié, a eu des enfants et a travaillé, mais sans jamais cesser de pratiquer zazen. Il disait sans détour, pourquoi la religion est-elle dans une impasse au Japon? Parce qu'au Japon, on devient moine de père en fils. Pour lui, le fait que les fils héritent du temple de leur père, c'était quelque chose de lamentable. C'est pourquoi il considérait qu'il n'y avait rien à tirer de l'école Zen Soto. Quand il a réalisé à quel point le zen japonais était limité, il a décidé de partir à Paris. Deshimaru était un moine de l'école Zen Soto, mais en fait, il n'y avait pas de place pour lui au Japon. C'était un homme de grande envergure qui ne pouvait pas donner sa mesure dans son propre pays. Il a connu l'échec à Saga, puis à Tokyo, puis dans le monde étroit de la religion au Japon. Mais à Paris, les choses ont pris une toute autre tournure. You understand the expression possible. Next, Kang. Kang. Ji. Zai. Do. Sa. So if you continue, you are in expression. You can continue long time, long. Comme ça.
Le moment est venu de découvrir quelques livres que nous avons sélectionnés pour vous et qui viennent de paraître. Bouddha, bouddhisme aux éditions Piquet, 20 contes des vies passées du Bouddha qui sont parus chez Claire Lumière. Enseignements sur l'amour de Thich Nhat Hanh est paru chez Albin Michel. Vous pouvez également vous procurer Les Chemins de la Sagesse en un seul tome. C'est une version intégrale qui vient de sortir d'Arnaud Desjardins. Il vient de paraître à la Table Ronde. Et pour terminer, ce roman d'Alain Mamoumani que nous avions reçu dans cette émission, Force majeure, est édité au Nil. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris, CEDEX 16. Le Minitel vous permettra de retrouver cette rubrique livre en composant le 3615 code de France 2, voix bouddhiste. Une information avant de vous quitter, le samedi 29 mai, le monastère Linson de Joinville-le-Pont organise avec l'UBF, l'Union bouddhiste de France, un Vesak, c'est-à-dire les célébrations qui commémorent les événements majeurs de la vie du Bouddha historique, le Bouddha Sakyamuni. Tous ceux qui souhaitent assister à ces événements peuvent le faire à partir de 14h. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et une très très belle semaine. À dimanche prochain. Bonjour à tous. Poursuite du voyage à la rencontre de Maître Deshimaru. Ces 2 dernières semaines, nous avons déjà feuilleté ensemble son album de famille, découvert notamment ce que fut sa mission dans notre pays et en Europe. Dans cette 3e partie, ses principaux disciples occidentaux vous parlent donc plus particulièrement aujourd'hui de son action d'enseignant, de la pratique de Zazen telle qu'il la transmettait et de la création du temple de la Gendronnière, premier temple zen construit en France. Voici donc maintenant la suite de l'œuvre de Maître Deshimaru, une œuvre considérée comme historique par le Japon, puisque son action en Europe a été en effet reconnue officiellement par son pays d'origine. Zinal 1972, ça a été le premier grand stage international où 400 personnes sont venues des 4 coins d'Europe pour pratiquer Zazen. Et il y avait tellement de monde que le dojo était trop petit qu'on était obligé de doubler les séances. La première fois que j'ai entendu Maître Deshimaru dans Zinal parler, il a traversé la salle, il s'est assis et il a commencé sa conférence en disant « Vous devez avoir peur de l'ordre cosmique ». Et c'est très curieux parce qu'on s'attend à ce qu'un maître spirituel enseigne la confiance, la foi, la non-peur. Mais lui, en nous disant qu'on devait avoir peur de l'ordre cosmique, c'était justement son rôle d'éveilleur, de nous faire prendre conscience qu'on était en train de commettre des erreurs, même au niveau de l'humanité, au niveau de l'écologie, par exemple. 平和であり闘争をやめなくてはいけないけれども原始時代からのバーバリズムをいまだに続けて一方では平和を叫びながら Tout dans notre civilisation moderne est en état de déséquilibre. Alors que les nations du monde devraient converger vers l'unité et œuvrer pour la paix, on les voit au contraire développer leur militarisation, épuiser les ressources et par conséquent augmenter le déséquilibre entre pays pauvres et pays riches. Donc ça, c'était son rôle d'éveilleur, de nous dire, vous devez avoir peur de l'ordre cosmique. Mais en même temps, pas en même temps d'ailleurs, après, 15 ans après, les dernières paroles, pour ainsi dire, qu'il a prononcées en public, c'était pour
souhaité qu'on organise un colloque, une rencontre sur le thème de la non-peur. Et c'était vraiment le pendant. Ne pas avoir peur, pour lui, c'était ne pas avoir peur de perdre au niveau de l'esprit avide qui a toujours peur de perdre quelque chose parce qu'il est très attaché à son petit ego. Ne pas avoir peur dans ce sens-là, c'était être généreux. C'était avoir confiance que si on a une attitude juste dans la vie, il ne peut rien arriver de grave. C'était dans ce sens-là qu'il enseignait la non-peur. Il enseignait les deux. Peur au sens d'être des gens responsables et éviter de faire des erreurs parce que ça a des conséquences et ça crée de la souffrance. Et pas avoir peur pour soi-même, car si on agit d'une manière juste, il n'y a pas de problème. Il avait la même vue que finalement tous les grands sages, que Bouddha lui-même, il avait. C'est-à-dire que l'être humain, il est pris dans dans l'ignorance. Il est aveugle et Maître Deshimaru était quelqu'un qui pouvait apporter la lumière aux êtres humains. C'était ça qu'il faisait, sa mission. La vie de Bouddha, il la mettait dans notre contexte actuel, comme si c'était maintenant. Tout d'un coup, on pouvait se dire, mais Bouddha, c'était un homme, comme nous, finalement. Et nous-mêmes, on peut devenir Bouddha. C'est ce qu'il disait toujours. Par la pratique, vous pouvez vous-même faire l'expérience de Bouddha, être comme Bouddha. Il ne parlait pas de Bouddha en tant que légende, abstrait ou mystique. Non, c'était très, très la vie. Le zazen, c'est très, très simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est dépouiller de tout, il n'y a rien. C'est complètement simple. Hein. Être assis, être concentré sur son corps, sa respiration, laisser passer les pensées, pas besoin de penser à quoi que ce soit. C'est très très simple, c'est très naturel. Maître Deshimaru, il disait toujours, zazen, c'est ne rien faire, c'est se laisser vivre par la vie cosmique. Mais quand on commence à l'expliquer, et essayer de faire comprendre à travers des textes, des paroles, là, ça peut devenir difficile, compliqué. Voilà, alors Maître Deshimaru, il cherchait à communiquer à tous les niveaux, communiquer par la philosophie du zen, par la médecine, par la physiologie, à tous les niveaux même, à travers l'art aussi. Et le zazen lui-même est la source de tout ça. Especially Oriental civilization, Asia, Asian spiritual. Very important for European peoples. Il savait que cette graine bouddhique, quand même, arrivait sur une terre imprégnée du christianisme. Donc il a toujours cherché à faire un parallèle entre ces deux mouvements spirituels. Et il s'exprimait même dans ses kusen, quand il parlait de Bouddha, il disait Dieu, ou le pouvoir cosmique fondamental, pour ouvrir, justement, vers la civilisation occidentale. Ne pas fuir. Les Occidentaux sont toujours partagés entre le bien et le mal. Mais le zen propose une solution intermédiaire, celle du juste milieu. Il faisait très souvent ce geste, en disant « il vaut mieux choisir la voie du milieu ». D'après lui, c'était ce qu'il y avait de plus important. Pour les Occidentaux, habitués à rechercher le bien et à fuir le mal, c'était un grand choc d'entendre dire qu'il n'était pas nécessaire de fuir. Il n'y avait pas de
de différence entre ce qu'il exprimait par parole, ce qu'il enseignait dans le dojo, et puis sa manière d'être, sa manière de vivre dans la vie quotidienne. Donc ça, cet exemple vivant de l'incarnation de l'enseignement, c'était important. L'autre aspect, c'est l'énergie qu'il avait pour entraîner dans la pratique. Malgré l'inertie de chacun, il faut faire des efforts pour pratiquer, avec lui, la pratique devenait vraiment la chose essentielle de la vie, quoi, devenait vraiment la racine de notre vie. Moi, je suis arrivé avec lui en voiture la première fois où on a découvert la Gendronnière ensemble. Et quand j'arrive, j'ai toujours un peu inconsciemment ce souvenir de la première fois. On arrive par l'allée qui traverse la forêt, puis on arrive devant l'esplanade, là. Et d'un seul coup, quand on est arrivé là, on a eu l'impression que c'était ça. On avait trouvé le lieu qui convenait pour la Sangha. Et il y avait à ce moment-là son regard, son enthousiasme était très communicatif. Et bon, bah, ça, je le ressens toujours. J'ai toujours la même sensation, comme si j'arrivais à la Gendronnière pour la première fois. Il y a eu un premier temple du côté d'Avalon, qui lui avait été donné par un de ses disciples, Alain Cassan, mais qui ne convenait pas au niveau superficie. C'est un très très bel endroit, mais je crois que ça lui a été donné dans les années 74, mais déjà en 78, on n'a jamais d'ailleurs fait de camp d'été là-bas, parce que c'était trop petit. Donc ici, il y avait la possibilité, vu l'espace, de construire des bâtiments, ce qu'on a fait, et pouvoir accueillir beaucoup de personnes. Donc ça a vraiment été, je crois, d'ailleurs il a mis toute son énergie, puisque finalement il a dirigé deux camps d'été ici, toute son énergie pour rapidement construire le principal, c'est-à-dire le dojo central et ce grand bâtiment où on peut, qui sert de réfectoire et de chambre. Et puis il est mort 2 ans après. Et il a mis le maximum pour créer quelque chose de solide qui assure la continuation. Quand on a vu qu'il y avait des camps d'été qui se faisaient, qu'il avait beaucoup de disciples, sa mission a été reconnue officiellement et on lui a offert un petit temple qui s'appelle Sekyuji. Alors il y est allé. C'était un temple qui était un peu abandonné, il n'y avait plus personne depuis un bout de temps. C'est peut-être pour ça qu'on lui a donné. Mais en ouvrant une armoire, il a trouvé ce kessa. Et alors ce kessa est aussi superbe. C'est un vrai... C'est une vraie transmission invisible. Il est devenu représentant du Soto Zen pour l'Europe. Et pour avoir ce grade officiellement, il avait besoin d'un temple, d'être chef de temple au Japon. C'est un peu pour ça que des gens qui le respectaient beaucoup là-bas lui ont offert ce temple.
Voici maintenant quelques ouvrages de Maître Deshimaru. La pratique du zen et arts martiaux sont édités par Albin Michel. Et les grands classiques du zen sont édités en plusieurs tomes par l'AZI, l'association Zen Internationale. La route céleste de Bill Porter est publiée par les éditions de Médicis. Et les entretiens de Matsu, qui était un grand maître zen chinois, est publié par les Deux Océans. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, CEDEX 16. Vous retrouverez également des renseignements sur le bouddhisme en France en composant sur votre Minitel le 3615 code France 2, voie bouddhiste. Dernière partie de la vie et de l'œuvre de Maître Deshimaru dimanche prochain. Avant de vous quitter, je vous signale que l'UBF, l'Union bouddhiste de France, organise le dimanche 6 juin à la pagode de Vincennes une fête du Vésac qui rassemblera l'ensemble de la communauté bouddhiste de notre pays. Toutes les traditions seront donc représentées pour célébrer le Bouddha historique. Les cérémonies débuteront à partir de 9h30. Nous serons ravis de vous y retrouver. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et une excellente semaine. À dimanche prochain. Bonjour à tous. Dernière partie de ce documentaire consacré à la vie et à l'œuvre de Maître Deshimaru en Europe. Pour Kodo Sawaki, son maître, tout comme pour lui, bien sûr, la pratique et l'expérience du zen devaient se vivre au sein de la société. Aujourd'hui, vous découvrirez donc comment Maître Deshimaru a tenté de rendre le zen accessible à tous au quotidien. Nous évoquerons également ce que fut sa pratique auprès de son maître Kodo Sawaki au Japon. Et pour terminer, vous entendrez ses disciples vous raconter ce moine venu du Japon pour qui pratique et vie étaient indissociables.
D'après ce que m'a raconté maître Deshimaru, il a rencontré Sawaki Kodo par hasard quand il était lycéen. Sawaki Kodo était un moine hors du commun. Maître Deshimaru raconte qu'un jour qu'il était à ses côtés, une poule s'est perchée sur la tête de son maître. Et celui-ci n'a rien fait pour la chasser. Sawaki Kodo était un personnage complètement déroutant. Quoi qu'il en soit, Deshimaru s'est mis à pratiquer zazen de plus en plus intensément. Il a fait toutes sortes de métiers, sans succès, mais en continuant de pratiquer auprès de Sawaki Kodo, notamment pendant les sessions d'été. Et Deshimaru nous parlait sans arrêt de son maître. Alors évidemment, il y avait moins de photos, moins de présence de Kodo Sawaki, puisqu'il était venu en Europe. Et ici, on est dans le lieu créé où il y a la tombe de Deshimaru, etc. Mais toujours est-il que ce Kodo Sawaki est devenu un personnage familier, sans l'avoir jamais connu. Parce que sans arrêt, il parlait Mai Kodo, Kodo Sawaki a dit. Sans arrêt, quand il y avait l'anniversaire de la mort de Kodo Sawaki, il mettait la photo de Sawaki sur l'autel. Puis à la fin, on faisait kanpai, on buvait un verre à sa santé. Donc, comme on fait pour Deshimaru. Donc, je pense de la même façon qu'il nous a rendu Sawaki familier, nous on rend Deshimaru familier à la génération suivante. L'adepte des arts martiaux doit parvenir au non-pensée, au non-désir, au non-espoir, au non-saisir, au non-relâché. Il doit être prêt à s'élancer, tel le vent, être aussi mobile que lui. Il lui faut être libre comme l'air qui se déplace à travers le ciel et la terre et peut atteindre n'importe quel coin de l'univers. Maître Kodo Sawaki souhaitait que le zen sorte des temples, soit accessible à tout le monde, et pour qu'il soit accessible à tout le monde, il faut que ceux qui le pratiquent et qui l'enseignent aient la même expérience de tout le monde, de la vie quotidienne, des difficultés du monde moderne, de la vie professionnelle, de la vie de famille. Et donc, il est plus important au niveau de la compassion que l'on peut avoir à l'égard des autres et la volonté de les aider, il est plus important de partager leur vie de difficultés plutôt que d'être retiré dans un monastère où on est moine. Donc, en ce sens-là, Kodo Sawaki a insisté pour que Maître Deshimaru, pendant plus de 30 ans, pratique le zen en étant simplement, mais c'est la plus haute chose finalement, bodhisattva, c'est-à-dire un être qui est animé par la compassion et le désir de partager l'expérience du zen avec les autres pour les aider, sans se retirer du monde et sans devenir moine, au sens japonais d'un relatif retrait du monde. Par contre, en Europe, Maître Deshimaru a ordonné des gens moines assez rapidement. Moi, il m'a ordonné 2 ans après le début de ma pratique, par exemple. Et je n'étais pas une exception. Il a ordonné plusieurs personnes comme ça dans les toutes premières années de leur pratique. Mais il insistait pour qu'on soit des moines dans le social. Donc avec exactement la même idée que Maître Kodo Sawaki, qu'on soit fondamentalement des bodhisattvas, et que le fait d'être moine voulait simplement dire qu'on enracinait notre existence dans la pratique de zazen qui était notre base, à partir de laquelle on allait agir dans la société, mais sans se couper de la société.
Ce qu'il a fait très rapidement, c'est de retourner chaque année 3 mois par an au Japon. Et à chaque fois, il prenait soin d'emmener avec lui quelques disciples, sa secrétaire, et puis 1 ou 2 disciples. Et dans ces tournées de conférences, il insistait énormément sur le fait que les Occidentaux faisaient zazen, en quoi cette pratique de zazen était vraiment essentielle pour le monde moderne, en quoi en même temps c'était à la source même de la culture japonaise et comment les Japonais avaient oublié cette source. Et donc il les critiquait fort et il les incitait, notamment les jeunes, à revenir à cette pratique. Et donc il se servait d'une certaine manière du développement de sa mission en Europe pour dire, vous voyez, même les Européens pratiquent zazen, et vous qui êtes nés dans le pays où le zen est vraiment la base de la culture, vous le négligez, donc vous avez tort, et il les incitait vraiment à revenir à la pratique. Ce qui était très précieux chez Maître Deshimaru, c'est qu'il ne montrait pas de lui l'image d'un maître parfait, qui aurait été non seulement maître zen, mais quelqu'un de saint, auréolé d'une image de pureté, de perfection totale, sans défaut. Il était un être profondément humain, avec aussi ses désirs, parfois certaines choses qui pouvaient être des attachements. Il était très passionné, il avait parfois des émotions, parfois il se mettait en colère, parfois il explosait de joie. Il avait ces aspects extrêmement humains que généralement les gens qui pratiquent une voie spirituelle ne s'attendent pas à voir chez un maître. Ils s'attendent à voir quelqu'un de monolithique, de parfait, irréprochable. Avant de partir au Japon, ses derniers enseignements dans le dojo, c'était à propos de l'impermanence, de la mort. Et je crois que dans ses toutes dernières paroles, il a dit « Quand je reviendrai du Japon, je vous enseignerai profondément à propos de la mort. » Et puis il est parti au Japon. Et environ 15 jours après, on a eu la nouvelle qu'il était décédé au Japon. Et moi, il m'avait envoyé une carte postale où il m'avait dit « Oh, je me sens mieux, de plus en plus fort, attention quand je serai de retour à mon coup de Kyosaku, mon coup de bâton que je vais vous donner. » Et moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, ça. Mais chaque année, quand il revenait du Japon, moi, c'était mon travail d'aller le chercher à l'aéroport en voiture. Et là, pareil, je suis allé à l'aéroport, le chercher. Et donc, c'est une des secrétaires qui est arrivée, qui s'est assise à côté de moi, et avec une boîte, et des cendres dedans. Et là, j'ai compris le coup de bâton et l'enseignement à propos de la mort. C'est-à-dire, même à mort, il continuait son enseignement. Avant de terminer, voici maintenant quelques ouvrages. Petite histoire du Chan de Kwa Nguyen, est édité par Point Sagesse. Le chant de l'éveil de Kodo Sawaki, le centre de lettres de Karl Durkheim et Mystère de la sagesse immobile sont publiés par Albin Michel. Et Clé pour le zen de Thich Nhat Hanh est édité par Jean-Claude Lattès. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris CEDEX 16. Le Minitel vous permettra de retrouver cette rubrique livre en composant le 3615 code de France 2 voix bouddhiste. Cette émission se termine. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle semaine et un magnifique dimanche. À dimanche prochain.